Restez fidèles au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Début ou démarrage des épreuves du BFM partout dans le territoire national et notamment dans la région de Matam, la localité qui compte au moins 68 centres et plus de 100 000 candidats pour cette année. L'adjoint au gouverneur a sillonné quelques centres d'examen. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement des épreuves. Et puis l'Institut Pasteur qui a accueilli une rencontre sur la gouvernance sanitaire mondiale. Comment garantir aux pays africains un meilleur accès au financement et aux vaccins mondiaux. La question a donc été au cœur du panel de haut niveau organisé à l'initiative du président ghanéen dans le cadre de l'Accra Reset Initiative. Des experts africains, asiatiques se sont donc penchés sur une réforme de la gouvernance sanitaire mondiale. En prélude du Grand Magal de Touba, le service d'hygiène est déjà sur place. Les équipes sont en train donc de s'organiser. Les opérations de saupoudrage ont également été initiées sur place. Près de 80 agents ont été mobilisés dans le cadre de cette opération. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Coup d'envoi pour les épreuves du BFM 2026 partout dans le territoire national. À Matam, les autorités territoriales et éducatives ont effectué la traditionnelle visite dans les centres d'examen de Matam, mais également de Ourossogui. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Tafsir Baban, note un bon déroulement des épreuves du BFM dans les 68 centres que compte l'académie. L'inspecteur d'académie exhorte les parents à également accompagner, conseiller leurs enfants, surtout face à la pression des examens. Amadou Mardialou. Une forte délégation territoriale éducative conduite par l'adjoint au gouverneur chargé du développement Tafsir Baba Anne a effectué la traditionnelle visite de supervision dans les centres d'examen des communes de Matam et d'Ourossogui. Au terme de cette tournée, l'autorité régionale s'est montrée rassurante quant à la bonne organisation et au déroulement global des épreuves sur toute l'étendue du territoire régional. Dans tous les centres où nous sommes passés, la situation est sous contrôle et tout se passe très bien, rien à signaler. Les élèves sont en train de composer, les surveillants sont sur place et les forces de défense et de sécurité sont sur place depuis 8 heures aussi. Pour dire que les engagements qui ont été pris lors des différentes réunions préparatoires ont été respectés par tous les acteurs. Nous sommes un peu venus avec les équipes de l'IA, les parents d'élèves, la communauté et la mission de supervision du niveau central pour voir si tout se déroulait dans les bonnes conditions. Nous sommes rassurés en tout cas de tout ce que nous avons vu dans les différents centres. Cette première journée a cependant été teintée d'une vive émotion. Prenant la parole, le patron de l'inspection d'académie de Matam, Mahmoudou Oumar Gueye, a tenu à saluer la mémoire d'un candidat ajourné au baccalauréat général 2026 qui a tragiquement mis fin à ses jours. Face à ce drame lié à la pression scolaire, l'inspecteur d'académie de Matam a lancé un appel pressant aux parents d'élèves. Donc si Dieu décide, comme je l'ai dit, que vous réussissez, vous allez réussir. Mais si aussi Dieu en a décidé autrement, il faudra juste se remettre en cause, reprendre et l'année qui suit, peut-être qu'avec la volonté de Dieu, on pourra réussir. Donc pour dire aux parents, vraiment nous devons discuter avec les élèves, leur rassurer, pour leur montrer que ce n'est pas la fin, mais c'est juste une étape de la vie qui va passer. Et rester concentré, travailler, faire ce qu'on doit faire, et une question de volonté. Donc si cela doit arriver cette année, ça va arriver. Si ça n'arrive pas cette année, vous reprenez avec aussi beaucoup plus de détermination et Inch'Allah, les choses vont marcher. La région de Matam mobilise cette année un total de 5544 candidats. Les filles représentent la grande majorité des effectifs avec 3624 candidates inscrites contre 1920 garçons. Tous sont répartis dans 68 centres d'examen à travers la région à la conquête de leur premier diplôme du cycle secondaire. Moudoumar Diallo, comment garantir aux pays africains un meilleur accès au financement et aux vaccins
la question était au cœur d'un panel de haut niveau à l'initiative du président ghanéen en partenariat avec l'Institut Pasteur de Dakar. C'est bien sûr dans le cadre de l'Accra Reset, une initiative des experts et décideurs africains asiatiques se sont penchés sur la réforme de la gouvernance sanitaire mondiale. C'est ce que nous disent Elisabeth Grastine, Charme Tidjandouf. Ce panel de haut niveau qui a réuni plusieurs experts des pays africains et asiatiques se penche sur le positionnement et la contribution des pays africains ainsi que des autres pays en développement pour un accès plus équitable au financement et aux vaccins à l'échelle mondiale. Réfléchir sur la contribution des pays comme l'Afrique et des pays en développement dans l'architecture mondiale de la santé pour un accès beaucoup plus équitable donc aux outils pour la santé, que ce soit des outils de diagnostic, que ce soit les outils pour la prise en charge des patients, que ce soit les vaccins, mais aussi le financement mondial de la santé. Comment ce financement doit être plus équitable pour que nos pays puissent donc prendre en charge les problèmes de santé de leur population. Pour le directeur de l'Institut Pasteur de Dakar, le choix porté sur l'institution pour accueillir cette rencontre n'est pas fortuit. L'Institut joue un rôle stratégique sur les enjeux liés à la santé mondiale. Aujourd'hui, l'Institut Pasteur de Dakar se positionne comme un institut africain de santé mondiale qui joue un rôle primordial dans la sécurité sanitaire avec les capacités de détection des différents virus à l'origine de l'épidémie, mais aussi par cette capacité à développer ce qu'on appelle les contre-mesures médicales pour lutter contre ces épidémies. Depuis les tests de diagnostic et les vaccins, à titre d'exemple, l'Institut Pasteur de Dakar a développé le premier test de diagnostic rapide pour la rougeole qui n'existait pas dans le monde. Les recommandations issues de ce panel seront transmises aux principales instances de décision en matière de santé mondiale. Le travail donc, qui est en train d'être fait par ce panel de haut niveau va contribuer aux discussions au niveau mondial, que ce soit à l'Assemblée mondiale de la santé, que ce soit au niveau du Fonds mondial, que ce soit au niveau de l'Alliance Gavi. Ces représentants de l'Afrique vont partir avec une position commune, et au-delà de l'Afrique, parce qu'il y a les pays de l'Asie aussi qui sont avec nous. Avoir des positions communes qui permettront de changer la façon dont les choses se font au niveau mondial. Nous en avons besoin. Cette initiative, portée par le président du Ghana et baptisée Accra Reset Initiative, se poursuit jusqu'au 16 juillet. Elle a notamment pour objectif de faire le point sur l'état d'avancement des travaux engagés et d'aboutir à un rapport final consacré à la réforme de la gouvernance sanitaire mondiale. Et puis vous l'avez sûrement remarqué, une petite fine ou une petite pluie s'est abattue donc à Dakar, à Thiès. L'ambiance était tout autre. L'arrivée soudaine d'un vent violent qui a d'ailleurs semé la peur et l'angoisse au sein des populations de la capitale du rail. En quelques minutes, la poussière a réduit la visibilité, obligeant d'ailleurs les automobilistes à garer leurs véhicules. Certains ont cherché refuge à l'intérieur des maisons, des commerces, des restaurants, tandis que d'autres observaient la scène avec inquiétude, redoutant les conséquences de ce phénomène peu habituel dans la cité du rail. Isidore Alexandre Sen. Un vent aussi soudain qu'impressionnant a balayé Thiès, plongeant la ville dans une ambiance digne de la nuit en plein jour. À 15h30 en cette veille d'hivernage, le ciel s'est assombri en quelques instants et la poussière a envahi l'air. Des rafales qui rappellent que la saison des pluies arrive. Des portes claquent, les objets volants. Il n'y a plus d'électricité. Un spectacle saisissant de la nature aussi fascinant qu'inattendu. L'arrivée soudaine de ce vent violent a semé la peur et l'angoisse au sein des populations de la capitale du rail. En quelques minutes, la poussière a réduit la visibilité, obligeant même les automobilistes à garer leurs véhicules. Certains ont cherché refuge à l'intérieur des maisons et des commerces, des restaurants, tandis que d'autres observaient la scène avec inquiétude, redoutant les conséquences de ce phénomène inhabituel. Certains curieux n'ont pas hésité à filmer la scène avec leur smartphone. Des visages marqués par l'inquiétude, des regards tournés vers le ciel et des échanges empreints d'appréhension ont traduit le sentiment général.
Petit à petit, la poussière se dissipe, laissant la place à la clarté du jour. Ce phénomène inédit de la disparition du soleil et d'une ville envahie par la poussière n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Cette brusque dégradation du temps à la veille de l'hivernage pose la nécessité de rester prudent face aux aléas météorologiques. Je le disais en titre, en prélude du Grand Magal de Touba. Prévu le 2 août prochain, les éléments du service d'hygiène occupent déjà le terrain. Plus de 80 agents sont sur place, d'importants moyens sont déployés dans la capitale du mouridisme. C'est pour assurer la couverture sanitaire pour un bon déroulement de cet événement religieux. Je vous propose de suivre les explications du capitaine Ismaël Diagne. Il est le chef de la brigade régionale d'hygiène. Il est ici où ces propos ont été recueillis par Gorendaklo et Baïsek. Fait le lancement officiel en présence de l'autorité pour démarrer en tout cas effectivement les activités du Grand Magal, à savoir le plus important, les opérations de désinfection et de désinsectisation dans les domiciles et suivi des opérations de saupoudrage. En termes de moyens, aujourd'hui il y a les ressources humaines. Nous avons, le niveau central a engagé plus de 80 personnes opérationnelles, en plus des éléments du commandement. Donc 81 agents sont mobilisés vraiment pour faire le travail. En termes de logistique également, nous avons mobilisé 13 pick-up qui vont appuyer vraiment la circulation au niveau de la ville. En termes de préparation, donc tous ces éléments sont sur place pour vraiment faire le travail. Le produit également, voilà, on dit depuis une semaine, nous avons récupéré le produit qui venant du niveau central qui est déjà sur place. Et vous l'avez vu tout à l'heure que j'ai présenté à l'autorité. Donc la poudre est là, les produits pour les domiciles également sont sur place. Maintenant avec la mairie également, la mairie a prévu encore un appui en termes de produits. Et ce que je viens d'entendre avec le représentant de la mairie, donc autant pour moi, donc le produit a été même doublé. Par rapport au site ciblé, vous savez Touba est une très grande ville. Et aujourd'hui, nous, on ne fait que s'appuyer sur en tout cas, la commande du comité d'organisation. On travaille en parfaite synergie avec le comité d'organisation qui nous donne de jour en jour les listes. Vous savez qu'une mission de 3 semaines, et chaque jour, on a des équipes de 10 équipes, presque de 3 personnes qui vont sillonner la ville. Donc, en collaboration avec le comité qui nous transmettent les listes et on est vraiment disposé à faire en tout cas l'ensemble des listes proposées par le comité. Et puis parlons tout à fait d'autre chose. La Bridge Bank Group annonce son introduction à la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, en cédant au moins 20% de ses parts en Côte d'Ivoire. Cette entrée sur le marché s'appuie sur une forte croissance boursière, mais également des prévisions de bénéfices de 212 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. Je vous propose de suivre les explications des initiateurs, des responsables de Bridge Bank. Il s'agit bien sûr de Ehouman Kassi, directeur général de la Bridge Bank Group, et de Khalidou Diallo, il est le directeur général de CFJ Bourse. Ils sont ici au micro de Barasso. Aujourd'hui, nous avons décidé donc de rentrer en bourse par la cession de 20% des actions de Bridge Bank Group Côte d'Ivoire sur la BRVM pour 3 raisons fondamentalement. La première, c'est la croissance de l'économie donc dans laquelle nous sommes implantés, la Côte d'Ivoire spécifiquement. La deuxième raison fondamentale, c'est la progression que nous avons de notre marché boursier qui, soit dit en passant, donc, pour rappel, a progressé de 25% l'année dernière. Et la troisième raison fondamentale, elle est intrinsèque à la banque, c'est la croissance que nous avons connue sur les 5 dernières années qui nous ont prédisposés donc à aller sur le marché. J'ai indiqué tantôt que sur les 5 prochaines années, par rapport à notre plan stratégique, nous envisageons un résultat cumulé de 212 milliards, desquels on aurait à peu près 139 milliards à distribuer donc sous forme de dividendes, qui reste totalement attractif pour tout investisseur de la sous-région. Parce que c'est une banque aussi qui fait partie de notre écosystème, qui participe beaucoup, notamment à des opérations de financement à la fois de l'État du Sénégal, mais au-delà, des opérations aussi de financement du secteur privé. Tout à l'heure, je l'ai évoqué, que ce soit au niveau des PME,
que ce soit au niveau des grandes entreprises. Donc la succursale sénégalaise plus sa maison mère participe beaucoup au financement de l'économie sénégalaise. Donc aujourd'hui, nous parlons beaucoup plus, je pense, de renforcement, puisque c'est une structure qui souhaite se coter en bourse. Et ce côté en bourse, en fait, c'est une autre dimension, comme l'a dit le directeur général. Ça permet d'augmenter les fonds propres, ça permet aussi d'augmenter la capacité, je pense, de Bridge Bank à participer. Et nous avons évoqué un point peut-être qui viendra à l'avenir, la filialisation, qui permettra encore de beaucoup plus impacter notre économie, je dirais. La commune de Diass, elle, franchit une nouvelle étape dans son développement avec l'inauguration d'un stade municipal réalisé sur fonds propres pour un coût de 699 millions de francs CFA. La municipalité revendique d'ailleurs une gestion exemplaire sans dépassement de budget ni avenant au marché public. Une infrastructure moderne qui ambitionne de devenir un moteur de développement sportif, économique, social de la commune. Je vous propose de suivre les explications de Mamoudou John, maire de la commune de Diass. Il est ici au micro de Muntaga Kane et de Mamoudou Ba. Le projet que la commune de Diass a financé sur fonds propres, mais nous sommes au développement de l'État. Et en tant que développement de l'État, nous devons accompagner l'État dans sa politique infrastructurelle. C'est la raison pour laquelle nous avons mis des moyens pour réaliser cette infrastructure, qui n'est pas seulement une infrastructure pour Diass, c'est une infrastructure pour le Sénégal. Parce que quand on construit une infrastructure de cette nature, c'est destiné à toute la nation. En tout cas, c'est avec fierté également que j'ai vu que la population de Diass est venue en masse admirer ce bijou. Ce stade est aux normes FIFA en termes de dimension. Il est aux normes FIFA en termes d'infrastructures sous les gradins, en termes de vestiaires, mais surtout en termes de sécurité. Ce stade est doté d'un système de vidéosurveillance. Et quand nous faisions la maquette, nous sommes conformés aux normes de la FIFA. Donc, c'est un investissement important à Diass, parce que c'est le premier stade de Diass, mais également c'est un des stades les plus importants du département de Mbour, ce qui fait donc qu'aujourd'hui, nous pouvons être fiers du conseil municipal qui nous a donné cette autorisation. Nous pouvons être fiers également des services de l'État qui nous ont accompagnés au plan technique. La Fédération sénégalaise de football revient sur l'élimination de l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal et le limogeage du sélectionneur Pape Bouna Thiaw. Son président affirme qu'il y avait une rupture de confiance entre le sélectionneur et l'équipe fédérale. Pour Abdoulaye Fall, plusieurs couacs ont été notés dans le cadre de la préparation et même lors de cette compétition. Je vous propose de suivre ce compte rendu signé Absandel Djohane, Seleman Diallo. Après les contre-performances de la sélection nationale, la Fédération sénégalaise de football apporte sa version des faits. Abdoulaye Fall évoque d'abord les interférences dans les relations entre la Fédération et Pape Thiaw, des tensions qui ont conduit à son départ. Mais moi je pense qu'il y a eu des interférences dans nos relations. Moi c'est ça ma conviction. Parce qu'avec Pape on a toujours été en phase. Mais à un certain moment j'ai compris qu'il y a une rupture de confiance. Et je suis allé le voir dans sa chambre et je lui ai parlé sincèrement. Je pense que là aussi, il n'a pas pu évoluer. La Fédération sénégalaise de football a décidé de mettre fin à la collaboration entre le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw ainsi qu'avec l'ensemble des membres de son staff technique. Plusieurs dysfonctionnements ont également été notés durant la préparation et la compétition pour le président de la Fédération sénégalaise de football. C'est ce qui a conduit à des difficultés dans la gestion du groupe. Il fallait aussi souvent quitter l'hôtel et faire presque une heure de trajet pour aller au camp d'entraînement. Donc on a constaté qu'il y a eu des dysfonctionnements. Et j'ai même été interpellé par des joueurs sur le fait que nous soyons dosés à l'aller, alors que le match se tient à... Mais là aussi, je pense que c'était un choix du coach avec ses conseillers techniques qui ont validé ce choix. Le président de la Fédération sénégalaise de football révèle également la mainmise de certains joueurs sous le sélectionneur. Il assure que des dispositions seront prises pour assurer dans l'avenir des conditions de performance nécessaires à la sélection nationale. Et puis restons toujours dans le cadre du sport, c'est pour aller cette fois-ci
à Thiès, où le SNEPS, le SNEPS Excellence de Thiès, qui a donc rendu un hommage donc à ses membres de SNEPS Excellence de Thiès à travers donc une cérémonie au Centre national d'éducation physique et sportive de Thiès, donc connu dans le football, dans d'autres disciplines sportives, tient à la formation, mais également à l'éducation. Une journée d'excellence a d'ailleurs été organisée en ce sens, une cérémonie sous le sceau du sport et les études. Isidore Alexandre Sen, Samofal. Le CNEPS Excellence a honoré ses pensionnaires lors d'une journée de clôture du centre de formation. Des félicitations bien méritées pour des jeunes selon la direction du centre. Au sein de notre club, nous essayons, nous croyons qu'au-delà des scores et des résultats, le sport est avant tout une école de vie. Chaque entraînement, chaque rencontre et chaque expérience, qu'elle soit une victoire ou une défaite, participe à construire l'enfant, le joueur, la personne. D'emblée vous dire que rassembler des jeunes de 5 à 18 ans, ce n'est pas une chose facile, mais compte tenu de la formation et des encadreurs. Ici, le plus important reste la finalité. Le devenir de ces jeunes, la direction du centre en fait un sacerdoce. Mais cette instabilité freine souvent la véritable formation du jeune joueur. Grandir dans le football, c'est avant tout avoir le temps, la confiance et la continuité nécessaires pour se développer pleinement. Le football de formation ne se résume pas à gagner chaque week-end. C'est apprendre à s'améliorer, à grandir à travers chaque expérience, même les défaites. Changer de club par peur de perdre, c'est transmettre que l'échec doit être évité, alors qu'il est en réalité une étape essentielle vers la réussite et la maturité sportive. Le CNEPS Excellence, depuis plusieurs années, consent beaucoup de sacrifices sur la formation des jeunes. Connu pour son attachement au football, le club Fagnon Thiès excelle aussi dans l'apprentissage. Ici, le football et la formation font bon ménage. Le football et la formation font bon ménage. Le football et la santé également peuvent faire bon ménage. C'est d'ailleurs des alliés, en véritable ouf de soulagement pour le monde rural. Plus de 250 personnes ont bénéficié de soins et de médicaments gratuitement. Le geste est de la commune de Dia. La 7e édition de la journée médicale portée par le mouvement Macas et la coalition Diomaye Président a pour objectif de pallier l'éloignement des structures hospitalières. Un élan de solidarité salué d'ailleurs par les populations, doublé d'un fort message de mobilisation politique à l'échelle locale. Je vous propose de suivre les explications d'Ibrahim Diouf. Il est le président du mouvement Agir pour la commune active et solidaire. Il est interrogé par Sekou Diallo et Astoubay. L'initiative d'organiser ces journées de constatation médicale sont parties de constats. Le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde rural. Le monde rural, évidemment, est un monde dépourvu de soins de qualité. La cause principale, c'est que nos hôpitaux sont loin. Et même si les hôpitaux ne sont pas loin, aujourd'hui, il y a un problème de prise en charge médicale correcte par un pouvoir d'achat déficient. Constatant cela et habitant le monde rural, nous avons décidé, par nos maigres moyens, en relation avec Cine Univers Santé, d'organiser ces journées de consultation médicale en soignant les gens, mais en leur donnant gratuitement des médicaments. Je me suis dit que je suis président de mouvement, mais par ailleurs, coordinateur communal de la coalition Diomaye Président. Et donc, nous saluons avec enthousiasme, nous saluons avec joie la décision du président de la République, qui est le président d'honneur de notre coalition, de franchir le Rubicon, de prendre une décision historique, de créer un parti politique. Un président de la République, n'importe lequel, ne peut pas travailler, ne peut pas mener une vision politique sans un appareil politique. Et le président l'a compris, c'est pourquoi il a voulu transformer en créant une unité organique autour de la coalition Diomaye pour aboutir à la création d'un parti présidentiel fort. Donc c'est quelque chose que nous saluons. Et puis un mot sur la religion pour finir cette édition. Depuis plus de 2 décennies, l'organisation chrétienne Message de Vie parcourt plusieurs pays pour annoncer l'évangile, tout en menant des actions sociales au profit des populations fondées par l'apôtre Mohamed Sanogo.
Oui, Mohamed Sanogo, cette œuvre évangélique revendique des millions de personnes touchées à travers ses campagnes de sensibilisation et ses programmes humanitaires de passage au Sénégal. Elle poursuit sa mission de mobilisation spirituelle et d'accompagnement social. C'est ce que nous disent Daoudaba et Moussadja. L'organisation Message de Vie place l'action sociale au cœur de sa mission. Au-delà de l'évangélisation, elle mène des initiatives humanitaires en faveur des couches les plus vulnérables. C'est une organisation qui, en plus de ces deux, a beaucoup d'autres activités telles que des ONG. Par exemple, l'ONG pour sauver, où nous menons des actions en faveur des orphelins de la guerre, des orphelins de guerre. Donc c'est une ONG qui va être présente dans les pays qui ont souffert de guerre. Donc nous avons donc un orphelinat, une prise en charge des orphelins scolaires, des orphelins de Centrafrique. Selon les responsables de l'organisation, cette mission marque leur deuxième campagne au Sénégal. Ils estiment que la première édition a enregistré des résultats encourageants, tant sur le plan spirituel que social. Dernière, nous étions ici à une campagne Jésus sauve Afrique. Donc c'est un thème de campagne qui est une campagne d'évangélisation accompagnée d'actions sociales et médicales. C'est un carrefour important et nous sommes donc revenus pour être une bénédiction pour la nation et que toute l'Afrique soit bénie par la grâce que Dieu a donnée au Sénégal, qui est une grâce qui illumine tous les peuples. Pour cette nouvelle édition, Message de Vie prévoit d'intervenir dans plusieurs grandes villes du Sénégal. Au programme figurent des campagnes d'évangélisation, des séances de formation, mais également des activités sociales et humanitaires. Donc les actions qu'on va mener ici au Sénégal sont des actions qu'on a menées dans pratiquement tous les départements, toutes les régions, toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Et puis à un moment donné de ce parcours, Dieu nous a envoyés et nous a mis à cœur d'aller à l'international. Continuons toujours avec différents programmes. On a des activités pour dans les prisons, envers les hôpitaux. À travers cette nouvelle mission, Message de Vie entend ainsi associer annonce de l'Évangile et action de solidarité avec l'ambition de renforcer son engagement auprès des communautés sénégalaises tout en poursuivant son œuvre d'accompagnement spirituel et social. Si, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, juste après cette édition dans votre émission. L'invité de la rédaction, je reçois ce soir Abdoulaye Sow. Il est député, membre du parti PASTEF. Nous allons bien sûr parler de la révision constitutionnelle, toucher ensemble des questions d'actualité, comme par exemple cette audience qui sera accordée à l'ancien président de la République, Macky Sall, par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. À tout de suite.